Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette vidéo de la pleine lune du mois de juillet 2023. Je sais que je le dis à chaque fois, mais aujourd'hui on a beaucoup de choses à voir ensemble, notamment une grosse annonce dans quelques minutes. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur les sorties du mois de juillet et tricher un petit peu avec une sortie du mois de juin dont j'aimerais vraiment vous reparler. C'est, dans le bon sens, Tunnel to Summer. Pourquoi Tunnel to Summer? Tout simplement parce que la série vient de paraître il y a quelques semaines avec sa magnifique dorure réservée à l'édition First Print. Je rappelle, c'est uniquement sur le premier tirage, donc évidemment dépêchez-vous pour le récupérer. Je rappelle aussi série complète en 4 tomes. Les 4 tomes sortiront sur l'année. Série adaptée d'un light novel qui est lui-même adapté en animé, en film d'animation même. J'espère que vous suivez jusque-là. Et pourquoi je vous en reparle? Puisqu'en fait, depuis la dernière vidéo, le film a été projeté à Annecy, a gagné le prix Paul Grimaud, donc c'est quand même pas rien. C'est un très beau prix et sortira à la rentrée en France, donc on est super content parce que en plus comme je l'avais déjà expliqué, le film et le manga sont vraiment complémentaires. Du coup c'est un peu deux phases d'une même pièce de ce light novel absolument culte et qui a été un très gros succès au Japon, et les deux fonctionnent super bien ensemble. Si du coup vous êtes impatient de découvrir le film, le meilleur moyen c'est de commencer à le découvrir, en tout cas dans une autre version avec le manga. Et puis sinon on souhaite tout le meilleur à nos amis de Oldie Animé pour leur sortie à venir dans quelques mois, et on est très contents tous les deux de partager l'amour de cette histoire. Concernant les sorties du mois de juillet, évidemment, le mois de juillet, vous le savez, c'est la Japan Expo, donc ça veut dire beaucoup de sorties. Moi-même, en arrivant ce matin, je disais à Jean-Victor derrière la caméra qu'on avait quand même beaucoup de bouquins à vous présenter aujourd'hui, donc je vais faire très vite, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. D'abord, Mighty Mothers, tome 3 sur 3, c'est le 3e et dernier tome de la série. J'espère vraiment que ça vous donnera d'autant plus envie de la découvrir. Si vous passez sur Japan Expo sur notre stand, c'est quand même un bon truc à faire de se prendre les 3 tomes et découvrir la série en entier d'un coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir Keiji tome 12. Bon Keiji tome 12, vous commencez à connaître la recette. Je vais pas vous représenter à chaque fois, c'est l'immense classique de Tetsuhara et c'est une excellente série. D'ailleurs, vous aurez une grosse dose de Tetsuhara ce mois-ci, puisqu'il me semble que pour la première fois, les 3 séries de Tetsuhara qu'on publie chez Mangetsu vont paraître au mois de juillet, c'est quand même pas rien. Donc Keiji tome 12, je disais. Ensuite, avec sa couverture incroyable, qu'il faut regarder comme ça, à l'italienne, Aoashi tome 17. Évidemment, je pense que vous êtes spoilé, ça a parlé d'équipe nationale, et pas forcément d'Ashito, du coup, le tome 16, qui était extraordinaire, était vraiment très centré sur lui. Là, on va voyager un petit peu ailleurs, du coup, avec l'équipe junior du Japon et tous ces personnages que vous voyez là, notamment Kuribayashi, qui a ce double rôle entre les pros, du coup, le Tokyo City Experience chez les jeunes et l'équipe nationale, c'est vraiment le surdoué tout ça. Ce tome-là le met particulièrement en avant, c'est Aoashi, c'est toujours la meilleure série du monde. Ensuite, on a Soten no Ken tome 8, alors c'est rigolo parce que je viens de boucler le tome 9 à l'instant, que dans le tome 9, il y a cette scène géniale qui fait un nœud direct avec Okuto no Ken, du coup, et l'aspect préquel résonne vraiment littéralement au sein des planches. C'est toujours une excellente série, c'est toujours bien à bagarre, et voilà, je vous invite à aller la découvrir aussi sur Japan Expo. Et enfin, notre petit chouchou Ron Kamonohashi d'Revenge Detective, pour vous donner une info du coup sur le lancement de Ron Kamonohashi, dont on est super content. En plus, la critique a été dithyrambique et on a énormément de très bons retours des libraires et des lectrices et des lecteurs. C'est le 3e ou 4e désormais meilleur lancement de l'année, donc c'est fou, c'est la première fois que Mangetsu arrive à de telles performances, et vraiment merci infiniment parce que vous le savez, on a mis les petits plats dans les grands avec le collector et tout ça, et ça porte ses fruits. Le tome 3, j'en avais parlé il y a longtemps quand on l'avait relu sur les réseaux sociaux, et pour moi le plus important c'est vraiment le tome charnière de la série, puisque vous allez découvrir qui sont les méchants qui sont dans l'ombre, du coup derrière toute cette machination qui va toucher Ron. C'est un nom de famille assez identifié, n'est-ce pas? Et voilà, le tome est vraiment très bien, le fil rouge accélère à fond, et en plus cette couverture est magnifique, donc voilà, que demander de plus? Vous pensiez que c'était fini? Ben non, détrompez-vous, puisqu'on a un sacré triptyque de tome 5, comme ça je peux vous présenter les 3 en même temps. Deep 3, tome 5 juste là, je viens de boucler le tome 6 avec des références à Michael Jordan absolument délicieuses et j'ai adoré ce tome 6. Vous avez Ikusanoko, je vous le disais, triple dose de Tetsuhara, ce mois-ci toujours aussi beau, toujours avec sa couverture brillante et bourrée de tous les effets possibles et inimaginables, la fable adore. Et puis évidemment, la star de Japan Expo, Rooster Fighter, tome 5. On a rattrapé la parution japonaise, toujours en effet First Print aussi, en édition limitée pour son premier tirage. Et vous le savez, mais je vous le rappelle quand même parce que j'en suis très content, Shusa Kuratani, son auteur, sera notre invité sur Japan Expo pendant toute la durée du festival et dédicacera tous les jours, une séance le matin, une séance l'après-midi, sauf le dimanche où il n'y aura que le matin. Donc si vous ne venez que le dimanche sur Japan et que vous voulez le rencontrer, prévoyez surtout d'être là de bonne heure le matin parce qu'il n'y aura qu'une seule session ce jour-là. C'est toujours une série absolument hilarante, on s'éclate toujours beaucoup à la publier et on a vraiment hâte de recevoir son auteur.
Et enfin, on aura également 2 lancements ce mois-ci, un one-shot sur lequel je vais revenir juste après, du très grand maître de l'horreur que vous connaissez d'ores et déjà, mais aussi une série qui démarre ce mois-ci, l'excellent Tengen Hero Wars, qui nous vient de Koamix et du même magazine que Valkyrie Apocalypse, ça se voit, et Chiroran. Ça se voit moins, mais quand même, on a aussi les couvertures blanches dans Chiroran, de Hiromoto Yasu au scénario et Sakanoichi Kubaru au dessin. C'est le premier isekai de l'histoire de Mangetsu, donc c'est quand même un petit événement en soi. L'idée est simple, on va suivre un ado qui a 17 ans, qui s'appelle Oda Nobunaga, oui, ses parents ont le sens de l'humour, qui va se retrouver projeté dans un univers qui ressemble un peu à une énorme map de risque, dans laquelle les empereurs, notamment ici vous avez Zhuge Liang, et là vous avez Oda Nobunaga, le vrai, entre guillemets, qui a une bonne tête de ouf d'ailleurs, et de Yakuza bien énervé, dans lequel tous ces empereurs de l'histoire réelle, donc Napoléon, Jules César, et ça, j'en passe et j'en passe. Dans cette map de risque, du coup, les différents empereurs, évidemment, vont mener une sorte de partie géante de jeux de stratégie de wargame, dans lequel ils vont embaucher des grands héros de l'histoire, Miyamoto Musashi, Guillaume Tell et tout ça, pour conquérir le territoire du voisin et à la fin, évidemment, être le dernier survivant. Donc on a un côté risque, cross battle royale, cross isekai, et en même temps, c'est surtout un pur shonen hyper vitaminé, bourré d'action, assez violent, un peu dans la tradition Koamix, ça charcle beaucoup, avec pas mal d'humour aussi, je pense que ça lui vient de son côté isekai et ça se prend pas toujours tout à fait complètement au sérieux, et surtout hyper bien dessiné. Sakanoichi Kubaru, le dessinateur, est un futur très grand talent. À noter que c'est un premier manga pour les 2 auteurs d'ailleurs, et que les 2 font montre d'un vrai savoir-faire. Vraiment, ça se fait tout seul, c'est hyper agréable. C'est pas le manga le plus prise de tête de l'année chez Mangetsu, je vais pas vous mentir. En même temps, c'est le parfait manga pour un 12 juillet. Et voilà, c'est lancé sur Japan. La fab est sublime. Je sais pas si vous vous en rendez compte là, mais vous avez Pantone métallique avec un petit vernis. Vous avez du coup le titre qui ressort bien là avec cette belle couleur framboise, qui a été d'ailleurs pensé par Spade, qu'on salue bien fort. Et voilà, vraiment c'est un très bon titre. Donc allez découvrir Tengen Hero Wars. Ça coûte 7,95 € il me semble, sur le stand de Japan Expo. De Mangetsu à Japan Expo, pardon, mais aussi en librairie le même jour. Ce n'est pas une avant-première à Japan Expo, il sort en même temps partout en France. Tengen Hero Wars. Et enfin, à tout seigneur, tout honneur, on ne pouvait que finir par lui. Fragment d'horreur de Junji Ito, qui est en vadrouille à Taïwan au moment où on se parle, donc on lui souhaite un bon voyage. Un excellent récit du coup d'histoire courte de Junji Ito, paru aux USA sous le titre de Fragments of Horror. D'ailleurs, ça nous vient de là. C'est littéralement une traduction en fait du titre américain que je trouvais vraiment purement excellent. C'est pas toujours comme ça qu'on travaille avec Junji Ito. Des fois, on repart de la VO, des fois on interprète, des fois on reprend aussi ce que font nos chers amis de Visues. Vous avez une préface de Johan Lenné et qui est Meloku, pour les gens qui traînent un peu sur Twitter et sur notre blog, vous connaissez bien Meloku, qui nous livre une vraie superbe préface du coup pour ouvrir le livre. Ensuite, vous avez l'analyse de Morolian habituelle, et au milieu, vous avez parmi les meilleures histoires courtes de Junji Ito. Il est un petit peu moins épais que d'habitude, il est un peu moins cher aussi, du coup, faut en profiter. Et vraiment, il est absolument excellent. Vous avez notamment cette fameuse histoire de la guillotine. Ceux qui connaissent bien l'œuvre de Junji Ito voient de quoi je parle. Je ne vais pas spoiler, parce que spoiler le concept serait un peu spoiler l'intérêt de l'histoire, mais voilà, cette couverture qui reprend Munch, du coup, et qui est vraiment très très jolie. Enfin, cette jaquette, pardon, et cette couverture, juste ici, je vais aller vous la montrer, puisque je vous rappelle, hein, retirez à chaque fois la jaquette de votre Junji Ito. En dessous, vous avez aussi du Pantone, du vernis et tout, et c'est absolument magnifique. Alors là, on est dans un tableau de Jérôme Bosch qui serait encore plus fou. Mais voilà, vraiment, Fragment d'horreur, c'est un excellent récit. Lui aussi sera dispo le 12 juillet, si je dis pas de bêtises. Et puis, après, de toute façon, vous le savez, la collection Junji Ito, maintenant, elle est très bien implantée à peu près partout en librairie. Donc, allez en profiter quand vous voulez. Comme promis, et comme le veut la tradition, en juillet, avec le dernier épisode de la saison 2 de Tsukimi qui a lieu à peu près au moment où je vous parle là, ainsi que la Japan Expo dans une petite dizaine de jours, il fallait évidemment une annonce un petit peu exceptionnelle pour fêter tout ça. Et pour la première fois, aujourd'hui, je viens vous annoncer la création d'une nouvelle collection au sein des éditions Mangetsu, une collection qui s'appellera Koten et dont on est extrêmement fiers. Pourquoi est-ce qu'on est extrêmement fiers de Koten? Déjà, parce que ça va pas leaker. C'est un peu une grande nouvelle et j'espère pour vous que c'est du coup une surprise. Normalement, très peu de gens sont au courant de l'existence de ce projet. On l'a vraiment développé en interne, ça fait maintenant, je dirais, 8-9 mois qu'on travaille dessus, extrêmement fier aussi de Luchisco, aka Eichel, ou dans l'autre sens, vous faites comme vous voulez, qui a réalisé un logo qui vraiment lui est tombé du ciel, c'est-à-dire qu'un soir il a eu une intuition, je lui ai donné ce nom. Koten veut dire classique, pour savoir à peu près où on va en venir plus tard dans cette vidéo. Koten, c'est la définition de classique. Et classique ne veut pas dire patrimoine, mais j'y reviens. Mais en fait, donc, j'ai expliqué le concept un peu de cette collection à Luchisco, à Carole, à Emma, à Nour, à toute l'équipe, à Antoine aussi, du coup,
qui l'a accepté. Et Haeckel, le lendemain, ou le lendemain ou le soir même, parce que souvent Haeckel c'est plus entre 23h et 2h du matin, m'envoie un draft que vous avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux il y a quelques semaines, d'un K avec un O qui fait une pleine lune à l'intérieur et qui était évidemment le logo de Mangetsu designé par Run du label 119. Et il a eu une illumination. Et en plus de ça, le lendemain, il a livré une première maquette sur un des titres qui était concerné par cette collection et dont je vais vous reparler là aussi tout de suite. D'abord, justement, avant de vous parler des titres qui vont venir garnir cette belle collection qui est quand même amenée à durer, qui ne va pas être un raz-de-marée absolu, on n'arrive pas avec 50 séries d'un coup, vous n'allez pas avoir du Koten partout l'année prochaine. Le but, c'était de trouver du sens déjà et le bon projet pour les bonnes séries. Pourquoi c'est pas patrimoine? Parce que le patrimoine des gens font ça très bien. Vous avez Isan, vous avez Imo ou Imacho, je ne sais jamais comment on dit d'ailleurs, il va falloir que vous nous le disiez un jour les gars. Et beaucoup d'autres, Saka aussi, et j'en passe. Et donc du coup, on sentait que c'était pas forcément notre rôle de faire du patrimoine. En plus, c'est pas quelque chose vers lequel moi je vais naturellement. Alors oui, il y a quelques années, avant que Panini fasse sa sublime édition de Non Fell Cub, on avait discuté avec Futabasha donc de Kozure Okami, qui est son nom VO. Mais même ça, Koike, pour moi, c'est pas tout à fait patrimoine, on est encore dans le classique. La différence pour moi, elle tient qu'un manga, il peut être classique même s'il a que 10 ans ou 15 ans. Évidemment, il faut quand même un petit temps pour qu'il le devienne, mais il peut être récent, et il peut être du coup tout à fait dans les canons artistiques actuels, ou juste ceux d'il y a 20 ou 30 ans, avec cette grammaire du coup des mangas qu'on a tous connus à la fin des années 80, dans les années 90 en gros quoi. Donc les grands maîtres notamment. Ensuite, une fois qu'on avait ça, on savait à peu près vers quelle série se tourner, sachant que des titres qu'on voudrait publier dans Koten, il y en a des milliers, non peut-être pas, mais il y en a beaucoup de dizaines en tout cas, ça c'est une certitude, qu'on ne peut pas avoir tous les droits évidemment, puisque c'est l'avis de l'édition, mais aussi qu'on ne peut pas tous les publier, puisqu'encore une fois, Koten n'est pas destiné à être un raz-de-marée, c'est-à-dire que, allez, pour vous donner une idée, l'année prochaine, vous aurez 3 titres Koten, 3 titres distincts, dont un one-shot, 2 séries et un one-shot. Bon. Est-ce que ça compte comme 2,5 de ça? Chacun se fera son opinion, mais c'est à peu près ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes de lancement et ou de publication à l'année pour Koten. Ensuite, il y avait la question du coût de l'objet. C'est-à-dire qu'on sait que chez Mangetsu aujourd'hui, c'est un peu la croix d'être Mangetsu d'ailleurs, mais c'est une croix qui est très cool à porter. On est attendu sur la qualité de la fabrication. On a résolu nos problèmes de papier qu'on pouvait avoir au tout début quand on faisait du cartonné et tout ça. Bon, on les a résolus très vite, des tommiers. Mais on sait aussi que les effets de fabrication sont quelque chose d'important, que la DA est très importante aussi. Et en fait, on est parti du coup de plein de petits constats. On a fait, je pense, les bons compromis à chaque fois. Et en gros, Koten, si ça pouvait dans quelques années résonner comme un label de qualité, c'est-à-dire d'une garantie de qualité, c'est-à-dire si vous achetez un manga Koten, du coup, au sein de Mangetsu, vous savez que c'est un excellent manga. Ça, ce serait le plus beau des compliments qu'on puisse nous faire. Et ensuite, vous savez aussi que vous avez un objet qui a été pensé et qui a surtout été au service de l'œuvre que vous êtes en train de lire. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est dit, bon ok, on part sur un grand format, avec du cartonné par exemple, et on fait que ça pour toutes les séries, et en fait on prend toutes les séries, on les met dans ce binding. Et en vrai, il y a un moment où j'ai un peu rétro-pédalé sur cette idée-là, en disant je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Toutes les séries n'appellent pas à être publiées en cartonné, et surtout en 145 par 207, qui est notre grand format, le format des Junji Ito notamment. Pour moi, il y avait un décalage. Alors je peux pas vous dire à quelle série je pense, puisque celles-là, je vais pas vous les annoncer dès aujourd'hui. Bon, elles arriveront très tôt en 2024, ceci dit, donc vous aurez l'info bientôt, mais voilà, il y avait cette petite crainte, du coup, que pour certains titres, ce soit vraiment taillé pour ça, et que d'autres pas du tout, et qu'à la fin, la collection écrase un petit peu les besoins de chaque série en termes d'objets, en termes de confort de lecture, etc. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est que Koten serait surtout une collection qui va briller par sa DA et par ses effets de fabrication, mais qui n'aura pas un format unique, du coup. Parce qu'il y a d'autres collections qui existent avec des formats uniques. Moi-même, parfois, je me dis, tiens, Tsutomu Takahashi, je le préfère en 13 par 18, par exemple. D'autres auteurs, j'aurais préféré les voir agrandis, etc. Et c'est une réflexion qu'on mène aussi sur Mangetsu par ailleurs, sur des séries qui sortiront l'année prochaine, sur Land, sur Sugutei et tout ça. C'est encore un peu tôt pour vous dire quelles sont les décisions finales là-dessus, mais on réfléchit beaucoup à ces deux formats entre 13-18 et 145-207 mm. Pardon, je parle en centimètres et en millimètres, ça peut être un peu confusant. Mais
Du coup, voilà, Koten va vraiment s'adapter aux séries qu'on va essayer de publier à l'intérieur. Et surtout, à chaque fois, on va reprendre l'ADA nous-mêmes, la travailler aussi avec les ayants droit japonais, et puis essayer de vous livrer le meilleur travail possible, parce que de toute façon, on est au service d'histoires qui sont déjà des classiques. Donc en fait, nous, notre seule mission, c'est de packager, je le dis vulgairement exprès pour un peu diminuer notre rapport, mais même si on va faire du mieux possible, mais il faut qu'on livre le meilleur écrin à des histoires qui méritent le meilleur écrin, tout simplement, puisque si elles font partie de Koten, c'est qu'elles sont des classiques. Bref, sans plus tarder, je vais commencer un petit peu à vous parler de ce qui vous attend dans cette collection, puisque là, vous avez un peu le schéma global. Et on va commencer par un titre qui est très important à mes yeux, qui est signé de Jiro Asada et Takumi Nagayasu, que vous connaissez d'ores et déjà pour être le duo créatif et artistique derrière Mibugi Shiden, et qui revient chez nous avec Popoya et Love Letter. Alors Popoya, chez nous, on le connaît sous le nom de Le Cheminot. C'est une série qui est déjà, enfin une histoire courte qui est déjà parue à 2 reprises en français, si je dis pas de bêtises, chez Casterman et chez Panini. Panini, j'ai une certitude, Casterman, j'ai un petit doute. C'est un classique absolu, forcément, il fait partie de Koten. Et c'est aussi, du coup, l'œuvre de 2 auteurs qu'on aime passionnément et qui travaillent encore aujourd'hui sur Mibugi Shiden. Pour faire court, Le Cheminot, c'est une histoire courte où on va suivre un chef de gare dont la petite gare de campagne s'apprête à fermer et qui, un soir d'hiver, va rencontrer une petite fille qui, en discutant, va le ramener à ses souvenirs, à tous les plus grands souvenirs de sa carrière. Donc il va y avoir l'essor des chemins de fer et notamment des petits rails de campagne et tout ça. Il y a un petit peu, évidemment, un discours politique sur la disparition de ces petites lignes qui servent aux petites gens et au profit des Shinkansen et des lignes à grande vitesse. C'est quelque chose sur lequel on peut tout à fait s'identifier en France par ailleurs. Je ne sais pas quelle est votre situation géographique, mais moi, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai connu aussi petit, où dans mon village, on avait une petite ligne et puis qui a disparu. Et donc après, c'était un peu la galère et tout ça, l'avènement du tout voiture, etc. etc. C'est une histoire qui est super touchante, qui a été adaptée au cinéma dans un classique absolu, qui s'appelle donc Popoya en VO, mais qui a été diffusé gratuitement sur le site d'Arte il y a quelques années et qui revient régulièrement en format physique et ou en diffusion, en streaming et tout, et qui vraiment est un chef-d'œuvre absolu. Et la deuxième partie du recueil, qui est souvent moins identifiée que Le Cheminot, parce qu'en fait ce recueil, souvent en français, était juste traduit Le Cheminot, et Love Letter, du coup, Lettre d'amour, qui est le deuxième récit qui n'a rien à voir, était un peu relégué comme l'histoire bonus. En vrai, ce sont vraiment 2 histoires, c'est pour ça que chez nous d'ailleurs ça s'appellera Popoya Love Letter. Du coup les 2 noms apparaîtront dessus. Et je vous parlais format tout à l'heure, petit aparté, là on sera sur un grand format, plus grand que 145-207, puisqu'en fait on repart de l'édition japonaise de Mangatrix, qui en a fait l'édition définitive, ultime. Vraiment l'édition qui ne pourra jamais être surpassée, avec des bonus et tout ça, avec un traitement du coup des planches qui ont été rescannées là-bas et tout ça. Bref, c'est vraiment l'édition ultime. Et donc là, vous serez quasiment au format d'un comics. Donc déjà, Koten va vous emmener dans des formats très différents, puisque c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait chez Mangetsu. La seule fois où on est allé au-delà de 145-207, c'est pour l'artbook de Junji Ito en janvier dernier. Là, avec Popoya et Love Letter, on va aller du coup sur ce format complètement unique, hyper beau, avec un dos carré du coup en relié. Et vraiment, enfin, on a la VO du coup au bureau sur laquelle on travaille depuis quelques mois, c'est sublime. Ça change, c'est clair que dans une bibliothèque, il faudra le ranger à côté de son Lone Wolf and Cub, pardon, justement, mais ça va vraiment être sublime, croyez-moi. Et donc Love Letter, pour y revenir, ça n'a rien à voir avec Le Cheminot, puisqu'on va suivre l'histoire d'un Yakuza qui s'appelle Goro, si je dis pas de bêtises, qui un jour, donc en plus c'est Yakuza ambiance 90s, dessin très proche de l'école Satoshi Kon, Katsuhiro Otomo, Hiroki Endo de l'époque Eden, etc. Et donc on a vraiment ce Shinjuku du coup de l'époque. Je ne sais plus si ça se passe exactement à Shinjuku, mais je pense que ça se passe vers Kabukicho et consorts. Et du coup Goro un jour reçoit un coup de fil où on le prévient que sa femme est morte. Problème, Goro répond mais j'ai pas de femme, donc je vois pas de quoi vous parlez, il y a sûrement erreur sur la personne. Sauf que derrière, encore une histoire de mémoire d'ailleurs, on va lui rappeler qu'il y a 30 ans, il a fait un mariage arrangé avec une réfugiée chinoise au Japon, qu'il a complètement oublié, et peut-être vice-versa, et qui va redécouvrir à travers une lettre, du coup, d'où le nom de l'histoire. Derrière va s'enclencher une sorte de road trip pour dire au revoir à cette femme qu'il n'a pas connue, enfin si, mais un tout petit peu, quoi, du coup, de fait, il y a 30 ans, et qui a vécu sa vie sans lui, mais dont l'amour et leur union a quand même été vraiment le ciment de elle, sa construction sociale du coup au sein du Japon, etc. Vraiment c'est un bijou.
lui aussi adapté d'ailleurs au cinéma au Japon, alors moins exporté que Popoya le cheminot, mais vraiment sublime aussi. Je l'ai rematé il y a du coup un mois, histoire d'être à peu près raccord du coup pour cette vidéo, et vraiment c'est très 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 fort. Enfin, la qualité du récit du coup de Jiro Asada est magnifique, et je trouve que les deux histoires résonnent parfaitement. Les deux ont ce petit je ne sais quoi de politique qui est absolument délicieux du coup sur le Japon et la mutation du Japon. Comme ce sont des histoires qui datent un peu mais qui sont sur des thèmes universels, elles sont tout aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'ont été à l'époque où elles ont été dessinées, enfin écrites puis dessinées. Et vraiment on est ravis du coup d'avoir des maîtres comme messieurs Asada et Nagayasu au catalogue, puisque vous le savez, Mibugi Shiden c'est un petit bijou qui peut-être un jour, s'il devrait être publié dans 20 ans, rejoindra la collection Koten. Peut-être que mon successeur un jour le mettra dans la collection Koten, c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Et vraiment c'est Popoya et Love Letter, c'est vraiment du pur classique comme Koten peut en proposer. Ce sera d'ailleurs la première parution de Koten en janvier 2024, au moment d'Angoulême à peu près, et elle sera accompagnée d'une série, mais qui est celle que je vous annonce pas aujourd'hui. Par contre, je suis venu avec une autre annonce dans mon petit sac à dos. L'autre annonce, qui je sais risque de faire un petit peu hurler sur les réseaux sociaux, c'est l'arrivée de Ace of Diamond de Yuji Terajima chez Mangetsu à l'automne 2024. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Ace of Diamond pour quelqu'un d'autre que Jean-Victor derrière la caméra? Je ne crois pas, mais je vais le faire parce que c'est mon boulot. Ace of Diamond, c'est l'un des meilleurs mangas de sport de tous les temps, tout là-haut, avec Slam Dunk, vous mettez qui vous voulez à côté de Slam Dunk et Death of Diamond, finalement, après ça vous regarde. Moi perso, j'y mettrais Aohashi, mais c'est peut-être too soon, diront certains. En l'occurrence, Ace of Diamond a mérité cette place. La série vient de s'achever au Japon après Ace of Diamond 2, il y a quelques semaines maintenant, bon, on peut dire mois, c'était au mois de mai. Et c'est évidemment, comme vous le découvrez à l'écran, un manga de baseball, raison pour laquelle celui-ci n'a jamais été traduit en français a priori. Après, je sais que malgré le fait qu'Ace of Diamond n'ait jamais été traduit officiellement et que ce soit la première fois qu'il puisse enfin sortir sur le territoire français, ce qui est rigolo puisqu'il n'est pas passé par la case du coup du Mangetsu Shonen, il est direct arrivé en classique parce que c'est d'ores et déjà un classique et que c'est une des séries les plus populaires de tous les temps au Japon. Je sais que beaucoup de gens l'ont vu en animé, puisque l'adaptation animée d'Ace of Diamond a beaucoup marché, a été disponible en streaming légal. Je crois qu'elle l'est encore d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Vous savez, moi l'animé c'est pas ce que je suis le plus, mais je sais que beaucoup de gens sont déjà au fait de Ace of Diamond, donc je vais vous faire un résumé très simple de l'histoire, parce qu'on en a quand même pour 70 tomes après, mais je vais vous reparler de la publication juste après. C'est l'histoire de Eijun Sawamura, qui est un jeune qui fait beaucoup penser à Ashito, c'est-à-dire qu'il a 15 ans, il habite à la campagne, il a énormément de talent dans son sport, et un jour, on lui propose de rejoindre Tokyo et une plus grande équipe pour mettre à bien son talent. Le problème, c'est qu'un peu comme Ashito, alors pas forcément pour les mêmes raisons, puisque les gens qui ont lu Aohashi, notamment jusqu'au tome 3, vous savez qu'il y a sa mère notamment qui est vraiment prépondérante dans sa décision de partir ou pas au Tokyo City Esperion. Et Jun, c'est différent, mais il va être réticent à l'idée de partir au départ. Et en fait, dès le premier tome, dès le premier chapitre d'ailleurs, on est plongé dans l'action. Et honnêtement, moi le baseball, j'y comprends pas grand-chose. Je joue, j'ai même acheté MLB 2022 en préparation de cette vidéo il y a quelques semaines. J'ai mis des plombes à comprendre vraiment les règles comme il faut et tout, mais un peu à l'instar d'un High Shield de Inagaki et Murata il y a quelques années, il n'y a pas besoin de connaître les règles du football américain pour penser que c'est un excellent manga de sport en l'occurrence. Et pareil pour le baseball et Ace of Diamond. C'est pas super utile, c'est mieux, je pense parce que le baseball est un sport ultra populaire au Japon évidemment, donc l'auteur va pas s'embarrasser du fait que les Français y comprennent pas grand chose et nous sortir quelque chose de casualisant entre guillemets pour qu'on puisse tout saisir. Donc si vous connaissez bien le baseball, j'imagine que le plaisir est décuplé. En revanche, même sans ça, même sans maîtrise du baseball, j'ai vécu un voyage absolument incroyable à travers Ace of Diamond que j'ai terminé du coup depuis et qui vraiment mérite son titre de l'un des meilleurs mangas de sport de tous les temps. Du coup, j'ai parlé d'High Shield, donc en fait, je pourrais aussi mettre une petite place sur High Shield sur le podium, mais le podium va commencer à être petit après pour tous les mangas qui peuvent y prétendre. Reste que Ace of Diamond, c'est absolument incroyable, qu'on va tout faire pour vous le livrer là aussi dans le meilleur écrin possible, et donc justement, ce que je voulais vous dire, au-delà de, j'espère pouvoir avoir un petit bandeau avec, parce que Shohei Ohtani, qui est du coup le batteur, mais qui est aussi lanceur, ce qui est très rare dans la culture baseball, je crois, des Los Angeles Angels, qui porte le numéro 17 là-bas et le numéro 16 avec le Japon, et le meilleur joueur japonais de tous les temps a priori, un joueur en activité, il doit avoir 27-28 ans, donc en plus il arrive sur ses plus belles années, et il va rester comme un des très
grand joueur de l'histoire du baseball, et son manga préféré, c'est Ace of Diamonds. Donc même si en France, Shohei Ohtani n'est pas du tout un dixième, un centième, un millième de la star qu'il est au Japon ou même aux US, j'ai ce petit rêve du coup de pouvoir un peu flexer avec le Lionel Messi plutôt, du baseball sur le tome 1. Ce serait super. Mais après voilà, là, on est encore à la phase du rêve, je vous l'ai dit, c'est octobre 2024, enfin l'automne 2024, a priori octobre, donc on va pas trop s'enflammer tout de suite. En revanche, ce que je peux vous dire, en termes de format, pour l'instant, sur Ace of Diamonds, on est sur un format 145-207, donc le même format que Ice Guy and the Cool Girl, par exemple, qui est notre format agrandi, mais avec des tomes doubles. C'est-à-dire qu'on ne veut pas arriver avec un format 13-18 tomes simple. Koten doit aussi quand même, parce qu'on publie des classiques, avoir ses petites spécificités de fabrication. Donc pour l'instant, le projet, il est là-dessus. Ce qui est certain, c'est les tomes doubles. Les tomes doubles, c'est acquis, c'est sûr, vous aurez l'équivalent du tome 1 et 2 en guise de tome 1 en France. Et en français. Le format, il y a encore débat. Et ça va dépendre en fait aussi de l'ADA que Heikel va pouvoir proposer dessus, de ce qu'on ressent en termes de planche, de la qualité aussi des différents fichiers avec qui on travaille, etc. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Si on le peut, on agrandira parce que Ace of Diamonds, c'est aussi une énorme banane en termes de dessin et de dynamisme. Le découpage est incroyable, vous avez des doubles pages qui sont vraiment furieuses et qui pour le coup, c'est à ça que je pensais quand je disais qu'il n'y avait pas besoin de comprendre le baseball. Un énorme coup de batte dans une balle de baseball, en vrai, voilà, on le ressent tous, qu'on comprenne la règle ou pas, quoi. Ensuite, dernier détail sur Ace of Diamonds, on va évoluer sur un système de saison. Non pas parce que le baseball est si peu populaire en France que c'est si risqué que ça, parce qu'en fait, on pense avec Kodansha, et après en avoir discuté beaucoup avec eux, que c'est la meilleure solution pour publier la série. Donc vous allez avoir une saison 1 qui fera 24 tomes, et qui du coup correspondra du coup aux 24 premiers tomes, donc on fera 12 dans la version française, et ensuite une saison 2 qui ira jusqu'à la fin de Ace of Diamonds 1, qui est en 47 tomes, si je dis pas de bêtises, donc vous aurez du coup l'équivalent, ça doit faire 13 tomes ou 11 tomes et demi, enfin voilà, ou même 12, on verra à ce moment-là, au moment de la saison 2. Et après, une fois qu'on aura fini la saison 2, la saison 3 de notre publication d'Ace of Diamonds, mais là je vous parle de ça, ce sera en 2030, ce sera Ace of Diamonds 2, qui du coup vient de s'achever au Japon et qui porte le total de tomes là-bas à 70, 71, 73, je sais plus, je sais que c'est un chiffre impair, mais je l'ai plus là en tête, il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, excusez-moi. Mais en tout cas, chez nous, ça fera à peu près 35 ou 36 tomes en gros au total. Donc quelque chose qui restera abordable parce que vraiment, publication sur la durée. J'espère qu'on pourra vous mettre un tome double tous les 2 mois, c'est à peu près l'ambition pour le moment, un peu comme ce que font nos amis de Meian avec Baki ou Karakuri Circus ou j'en passe, mais vous n'allez pas avoir 4 mois entre 2 tomes d'Ace of Diamonds, c'est une série qui se lit vite, qui se lit bien, qui est hyper dynamique, donc on va essayer de garder un rythme de publication très proche de ce qu'on fait avec le shonen à côté. En termes de prix, c'est trop tôt pour en parler, et puis de toute façon, c'est pas moi qui décide, donc j'ai ma petite idée de ce que j'aimerais faire. J'aimerais que les 2 tomes coûtent un petit peu moins cher que les 2 tomes réunis coûtent un petit peu moins cher que les 2 tomes en séparés. Vous voyez à peu près où je veux en venir. Aujourd'hui, c'est dur de dire ce qu'il en sera, puisqu'on ne connaît pas encore le format, ni les spécificités de fabrication. Donc, l'idéal 12,90, le réaliste 14,90. Je ne sais pas encore, c'est trop tôt, vous aurez l'info de toute façon, on a le temps de s'en reparler d'ici là. Mais je voulais aussi marquer le coup de l'annonce de Koten avec cette série qui, je le sais, est ô combien attendue par de nombreuses et nombreux fans en France. J'espère que ça vous plaît autant qu'à nous, parce que nous, on est vraiment très très excités par ce projet. Je me rends compte que j'en ai pas parlé, mais évidemment, Système de saison est très proche de Hajime no Ippo, qui lui aussi d'ailleurs peut prétendre au titre de meilleur manga de sport de tous les temps, même si il y a débat, notamment il y a débat aussi sur le manga de baseball. Vous le savez, le manga de baseball est vraiment une des sources du shonen qu'on appelle à tort Neketsu aujourd'hui, mais on se comprend à peu près tous quand on dit ça. Mais j'ai l'impression que le manga de boxe est encore plus un genre à part entière. Et d'ailleurs, peut-être que plus tard, il y aura un manga de boxe chez Mangetsu, mais j'en ai déjà largement assez dit aujourd'hui. Il y a beaucoup trop d'informations et beaucoup trop d'annonces dans cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, on vous retrouve très bientôt à Japan Expo pour celles et ceux qu'on aura la chance de voir là-bas. Venez nous saluer, venez nous faire un petit coucou si vous croisez les gens, on sera tous là dans l'équipe, donc vraiment venez profiter pour saluer toute l'équipe, Carole, Emma, Nour, Anaël aussi qui est avec nous depuis quelques mois, Heikel évidemment, les gens sur le stand, Stéphanie, etc. etc. Vraiment venez profiter du salon et nous faire un petit coucou, ça nous fera super plaisir. D'ici là, lisez plein de mangas, portez-vous bien, à bientôt tout le monde.